Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver en ce mois de juillet qui ressemble franchement très pour très à un mois de novembre légèrement pluvieux. En tout cas, si vous habitez au nord de la France ou du côté de la région parisienne comme c'est notre cas. Si vous êtes au sud, vous avez probablement un petit peu plus de chance. Mais bon, le fait est qu'effectivement, on a un mois de juillet qui est particulièrement délicieux, vous l'aurez compris. On espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, que vous soyez en vacances, sur la route du départ, sur la route du retour ou au travail. En tout cas, on va essayer de vous divertir aujourd'hui en répondant à une question qu'on a sur notre to-do list depuis au moins 2 ans et qu'on n'avait pas encore pris le temps de traiter pour des raisons qu'on ne serait pas capable de vous expliquer, mais auxquelles on va s'attaquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui revient de manière assez régulière quand on parle des Mangemorts, quand on parle de la Marque des Ténèbres ou quand on parle du personnage de Fenrir Greyback. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'ailleurs du personnage de Fenrir Greyback dont nous avons voulu parler directement, même si naturellement nous allons traiter certains pans de son histoire, de sa vie et de son œuvre relativement maléfique. Mais on a vraiment voulu dans cette vidéo bel et bien parler en fait de la Marque des Ténèbres et pourquoi en effet cet être maléfique n'est pas autorisé à la porter. On sait que les adaptations cinématographiques de Harry Potter ont souvent eu pour conséquence de faire passer bon nombre d'intrigues développées dans les livres à la trappe afin de ne pas faire des productions évidemment trop longues qui pourraient lasser le spectateur. Pour nous, le gros problème des adaptations cinématographiques, outre le fait qu'elles sont parfois très approximatives, ont engendré de fait une dichotomie entre ceux qui ont lu les livres et ceux qui préfèrent se contenter des films. Du coup, les référentiels ne sont pas toujours les mêmes et il faut bien reconnaître que très souvent, les films ont laissé en suspens, ont ignoré des points qui pourtant avaient le mérite d'être assez intéressants et qu'il aurait pu être vraiment pertinent d'aborder. Du coup, répondre à ce genre de questions peut paraître parfois un peu inutile pour les lecteurs qui ont déjà forcément la réponse. Mais cela a le mérite aussi d'apprendre des petites choses en plus pour les spectateurs et en plus cela permet aussi de se remémorer certains passages peut-être parfois oubliés quand on n'a pas eu le plaisir de se replonger dans les méandres de la saga de J.K. Rowling depuis un petit moment. Avant toute chose, il est quand même utile de se rappeler ce qu'est véritablement la Marque des Ténèbres. Les symboles en tout cas ont toujours eu une importance très, on va dire presque fondamentale même dans l'histoire de nos civilisations. On associe souvent à des périodes heureuses ou à des périodes moins glorieuses des symboles. Évidemment, la Marque des Ténèbres n'est pas quelque chose d'anodin, d'autant plus dans un contexte dont J.K. Rowling a puisé évidemment son inspiration, puisque vous savez que évidemment elle a puisé son inspiration dans les événements survenus dans le monde des Moldus durant la Seconde Guerre mondiale. Le Troisième Reich avait sa croix gammée, les Mangemorts ont eux aussi un symbole créé par Voldemort qui est donc, vous l'aurez compris, la Marque des Ténèbres. J.K. Rowling ne s'est d'ailleurs jamais vraiment caché du lien qu'elle établissait de manière très évidente entre le symbole qui était celui de l'Allemagne nazie et le signe de rassemblement des Mangemorts. L'analogie est même clairement assumée. Cela nous interpelle d'ailleurs toujours un peu quand on constate la popularité jamais démentie de cette Marque des Ténèbres que l'on retrouve sur de très nombreux produits de merchandising ou même sur des tatouages, mais bon, ça a toujours été quelque chose qui nous a un peu étonnés parce que le fait est que porter la Marque des Ténèbres n'est pas quelque chose de toujours anodin dans le monde magique, bien au contraire. Pour beaucoup, effectivement, c'est une fierté. Pour d'autres, la simple apparition de cette marque provoque des remous pouvant aller d'une panique générale à une colère absolument monstrueuse. Elle ne peut, en tout cas, aucunement laisser qui que ce soit de marbre et forcément, elle est devenue en quelque sorte autant l'objet d'un culte, voire même d'une fascination, que le symbole même de la terreur qui a régné sur le monde magique durant la première et durant la seconde guerre du monde des sorciers. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est surtout autour de la dimension de la fascination et de ce que la Marque des Ténèbres peut représenter pour les Mangemorts et les proches de Lord Voldemort que nous allons tourner. Alors, on ne sait pas à quel moment exactement la Marque des Ténèbres a pu être créée par Voldemort. On trouve un peu toutes les versions, mais rien de bien officiel et parfois des documents relativement assez incomplets. Ce qui nous semble assez évident, c'est que nous pouvons globalement considérer que cette marque a fait son apparition probablement du temps où Tom Jedusor a commencé à recruter des fidèles. Alors, on sait que durant les dernières années de sa scolarité à Poudlard, Tom Jedusor a su remonter petit à petit les méandres de sa vie familiale, de son arbre généalogique et donc de son héritage.
On sait qu'il est entré en possession des secrets des Gaunt et également de la bague. Mais ce n'est pas le seul secret vraisemblablement avec lequel il est reparti, vous le savez bien. Depuis 1000 ans, les héritiers de Salazar Serpentard se transmettaient, on va dire, tour à tour le secret de l'emplacement de la mythique chambre des secrets pour qu'un jour elle puisse enfin être ouverte et ainsi donc accomplir les volontés de leur illustre ou sinistre d'ailleurs aïeul qu'était Salazar Serpentard. La chambre des secrets, on le sait, ne sera jamais ouverte jusqu'à ce que Tom Jedusor le fasse lors de sa propre scolarité. Alors, cela ne veut pas dire que personne ne s'est rendu dans la chambre, d'ailleurs, bien au contraire, pendant 1000 ans, puisque à la faveur d'une modernisation de l'architecture de l'école, il aura même fallu qu'un descendant de Salazar Serpentard se montre suffisamment habile pour mieux camoufler l'entrée du souterrain menant à cette salle secrète aménagée sous le château, mission qu'il aura d'ailleurs accomplie avec beaucoup de brio. La première venue de Tom Jedusor dans la chambre des secrets n'a pas été documentée outre mesure, mais on peut imaginer sans grande difficulté ce qu'un jeune sorcier de la trempe de celui qui deviendrait plus tard Lord Voldemort a pu ressentir. Le chemin à parcourir entre les toilettes du 2e étage et la chambre en elle-même lui avait, procuré un sentiment presque de l'ordre du symbolique, car il remontait petit à petit les siècles d'un passé glorieux vers une ascendance qui, selon lui, le place dans une position de domination vis-à-vis des sorciers et de très nombreux sorciers en tout cas qu'il méprise. Ce voyage, qui était en fait une sorte de voyage dans le temps à la découverte de ses origines, aurait eu un impact sur la psychologie et l'évolution de Tom Jedusor, cela ne peut pas être nié quoi qu'il arrive. Quand il découvre l'immensité de ce lieu conçu par l'un des 4 fondateurs de l'école, on peut imaginer qu'il est particulièrement impressionné de découvrir, outre la merveille architecturale derrière cette pièce aux dimensions colossales, la symbolique extraordinairement puissante du basilic sortant de la bouche de la statue de son aïeul. On imagine sans peine l'excitation de Tom Jedusor à la première vue du basilic se mouvant dans cette pièce et l'euphorie malsaine ressentie quand il comprend qu'il est en capacité désormais de contrôler une puissance aussi mortelle et diabolique qu'est cette bestiole. Pour la première fois, l'orphelin débarqué à Poudlard, se sachant par nature supérieur aux autres, est en capacité de prouver ce fait tant par son ascendance que par la maîtrise du monstre de la chambre des secrets. L'avènement d'une telle situation sur un jeune garçon de 16 ans, à la psyché déjà relativement dérangée, il faut quand même le reconnaître, ne peut que laisser évidemment des traces. Et c'est probablement à partir de ce moment-là que l'idée de la marque des ténèbres commence à germer petit à petit dans son esprit, tout d'abord probablement dans une perspective plus artistique d'ailleurs que pragmatique. Si Voldemort semblait avoir déjà de très nombreux partisans lors de sa scolarité, plutôt que de parler d'un groupe d'amis, autant dire les choses directement, il ne semble pas non plus que cela soit à cette époque que les premières marques des ténèbres soient apparues sur les bras de ses fidèles, même si Voldemort a pu effectivement en avoir l'idée et créer le sortilège à ce moment-là. En réalité, en dehors de la dimension très symbolique dont on sait à quel point elle peut être importante, ce qui compte surtout et avant tout, c'est pourquoi elle a été créée. Et c'est en nous posant cette question que l'on comprend assez rapidement que le contexte de création de la Marque des Ténèbres est probablement davantage proche du début de la première guerre du monde des sorciers que de la scolarité de Tom Jedusor à Poudlard, et ceci pour une raison simple, c'est-à-dire une raison purement opérationnelle. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Comme souvent, pour bien comprendre l'enchaînement des événements, au début, Voldemort et ses mange-morts se contentent de mener des actions ciblées qui vont finir par attirer le regard des autorités du monde magique, qui vont tenter d'intervenir et vont se heurter donc à des fondamentalistes, y compris d'ailleurs même au sein du ministère de la Magie. Le terme de guerre civile serait franchement trop élevé à ce stade-là, mais l'idée sous-jacente est quand même présente. Les autorités du monde magique vont tenter de contenir ce phénomène, mais ne vont pas y arriver. Dumbledore, se rendant compte de la situation, décide de son côté de réactiver l'Ordre du Phénix, ou tout du moins de monter une structure relativement similaire à celle que nous voyons apparaître dans les Crimes de Grindelwald, puis dans les Secrets de Dumbledore. Voldemort sait forcément qu'il est surveillé, que ses proches le sont également, et qu'il faut désormais mettre en place des méthodes de communication qui permettent de passer au travers des protections et des sortilèges mis en œuvre par le ministère de la Magie pour tenter de contrer ce mage noir et les mange-morts qui prennent de plus
plus en plus de place dans la société du monde magique. La marque des ténèbres répond donc à cette logique, puisqu'elle n'utilise pas les canaux de communication habituels du monde magique dont on vous a parlé dans une précédente vidéo. Mais encore mieux qu'un canal de communication, comme Dumbledore d'ailleurs a pu lui-même en créer pour l'Ordre du Phénix, la marque des ténèbres a une double dimension particulièrement importante, car elle incorpore aussi une logique beaucoup plus terrible et vous allez le voir, beaucoup plus perverse. En effet, le fait d'inscrire directement dans la chair de son porteur une marque dont la signification demeure on ne peut plus claire et lisible, vient sceller une sorte de pacte. Un peu à la manière, disons-le directement, d'un pacte avec le diable. Le retour en arrière n'est pas possible. Mange-mort un jour, mange-mort toujours, vous le savez. Cette marque est autant perçue comme une fierté par son receveur que comme étant aussi une manière un peu d'abandonner corps et âme au service d'un être qui, pour le coup, incarne et représente dans l'œuvre le mal absolu sur Terre. L'inscription dans la chair n'est pas une dimension à prendre à la légère, bien au contraire. C'est même une des caractéristiques principales qui peut laisser penser que cette logique prend le pas en fait sur celle même du simple canal de communication dont on vous parlait. Une fois la marque des ténèbres acquise, c'est pour la vie, on ne s'en débarrasse jamais. Alors, vous nous direz, mais concrètement, comment se décide le fait de savoir qui est capable de porter cette marque ou de ne pas la porter ? Pour être assez honnête, la seule réponse, en fait, est Voldemort lui-même. De ce que l'on sait, il est le seul à pouvoir décider, mais aussi à pouvoir inscrire la marque des ténèbres sur ses serviteurs, ce qui démontre là aussi une forme d'allégeance et de soumission du porteur vis-à-vis du mage noir. Le procédé qu'utilise Voldemort n'a pas été documenté outre mesure, cela renforçant d'ailleurs quelque part la dimension un peu de société secrète qui attire autant qu'elle inquiète tout en conservant en fait un côté fascinant, certes un brin dérangeant, il faut en convenir. Nous ne connaissons que le sortilège permettant de projeter dans les airs la marque des ténèbres, mais il apparaît comme étant peu vraisemblable qu'il s'agisse du même employé par Lord Voldemort pour être tout à fait honnête. D'autant plus que n'importe quel mange-mort peut invoquer ce sortilège, ce qui, encore une fois, ne semble absolument pas être le cas pour ce qui concerne le fait d'inscrire la marque des ténèbres sur le bras de l'un de ses serviteurs. Le fait de garder le mystère en soi n'est pas déplaisant, même si nous serions assez curieux d'en savoir davantage sur le rituel mis en place pour ce moment que l'on comprend être une sorte de rite initiatique permettant d'inclure un groupe dont la vocation demeure, vous vous en doutez, bien particulière. Peut-être, à l'occasion d'ailleurs de l'adaptation en série télévisée, J.K. Rowling acceptera d'en montrer peut-être un petit peu plus. Tout du moins, nous l'espérons, mais là, en tout cas, n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans ce genre de société, que l'on pourrait considérer comme étant une société secrète, on peut noter que le choix du récipiendaire revient toujours quasi exclusivement à la tête pensante du réseau. Cela ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est le seul à repérer et à choisir les personnes qui peuvent se révéler être dignes de porter la marque des ténèbres. Bien évidemment, certains de ses serviteurs les plus proches peuvent avoir des possibilités de suggérer tel ou tel nom de sorciers pouvant venir servir leurs intérêts à un moment ou à un autre. C'est même assez logique d'ailleurs, mais nous avons quand même du mal à imaginer assez spontanément Voldemort décider d'attribuer à un Quidam le pouvoir d'octroyer la marque des ténèbres. D'ailleurs, à notre connaissance, dans l'intervalle qui sépare par exemple les événements de Godric Solo et son retour effectif dans la Coupe de Feu, aucune marque des ténèbres n'a été apposée, ce qui semble indiquer donc que notre théorie serait plutôt la bonne. Et contrairement à une idée généralement répandue, et même très répandue, le statut de sang n'est absolument pas un critère dans la position de la marque des ténèbres. Beaucoup pensent que cette marque est par exemple réservée aux sorciers de sang pur. Or, on sait que c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on sait par exemple que Severus Rogue, dont le père est un moldu, porte la marque des ténèbres, et que d'autres sorciers, au statut de sang non précisé, peuvent également l'arborer. Il demeure peu probable que des sorciers, nés de parents moldus, cependant, puissent arborer cette marque des ténèbres pour deux raisons. La principale étant que l'idéologie portée par les mange-morts peut laisser quand même penser de facto que ce public est exclu de la marque des ténèbres, puisqu'ils auraient volé, selon leur propre logique et idéologie, leur pouvoir à un sorcier ou en tout cas les exercerait de manière totalement illégitime. La seconde raison, c'est qu'on peine quand même à imaginer qu'un sorcier issu de parents moldus puisse se laisser embarquer dans une telle folie, encore que ça peut arriver, on ne sait jamais. Ce qu'il y a cependant de certain, c'est que la marque des ténèbres n'est pas franchement open bar. Il faut savoir se montrer digne, outre le fait effectivement qu'on peut imaginer
devoir faire ses preuves, rentrer dans une logique aussi particulière que celle des mange-morts, avec un rythme de vie particulier, en participant à toutes sortes d'exactions, à toutes sortes d'ignominies, histoire d'être un petit peu dans la thématique principale qui est celle des mange-morts. On peut imaginer que le Seigneur des Ténèbres ne va pas accorder sa confiance véritablement à n'importe qui et va donc établir petit à petit des échelles de valeur. Et c'est ici qu'intervient le cas en espèce dont on voulait parler aujourd'hui de Fenrir Greyback, qui est, comme vous le savez, atteint de lycanthropie, ce qui en fait un loup-garou, doublé en plus d'une psychopathologie quand même un peu sévère, pour ne pas dire davantage. Fenrir Greyback, c'est probablement l'un des antagonistes les plus flippants d'ailleurs de toute la saga et qui mériterait d'être davantage développé que ce que nous avons pu voir dans l'adaptation cinématographique. La cruauté qui anime Fenrir Greyback n'est pas nécessairement à relier dans un premier temps à l'idéologie des mange-morts dont sa condition forcément le tient à l'écart. Ce qui compte pour lui, c'est surtout le fait que participer aux activités proposées par Voldemort lui permet d'avoir un accès nettement plus aisé que d'habitude à tout un tas de nouvelles proies et de vivre dans une clandestinité presque totale, mais cachée des yeux du ministère de la magie. On peut donc parler d'une sorte d'alliance de circonstances relativement opportune entre Greyback et Voldemort. Comme souvent, Voldemort n'a absolument aucun respect ni aucune véritable relation avec ses serviteurs. Le cas n'est pas tellement différent pour Fenrir Greyback, dont il sait cependant reconnaître sa capacité de cruauté à sa juste valeur. Voldemort n'a jamais considéré cependant que les loups-garous étaient dignes d'être considérés comme étant des sorciers à part entière. Dans sa classification, toute personnelle, et aussi personnelle qu'elle soit, on a le sentiment qu'il les considère davantage comme des créatures que comme de véritables sorciers, et c'est là une des raisons principales qui fait que Greyback n'a jamais été autorisé à mener des missions en tant que mange-mort, n'a jamais obtenu la marque des ténèbres, même s'il a été associé à de très nombreux raids et à de très nombreuses actions, mais toujours dans une position dégradée par rapport à ceux qui pouvaient arborer la marque des ténèbres. Greyback n'a jamais vraiment goûté cette discrimination, mais compte tenu de la manière dont sont perçus les loups-garous dans le reste de la communauté du monde magique, ce n'est pas comme si un autre choix se présentait vraiment à lui. On se souviendra notamment du côté très misérable de la vie qui fut celle de Remus Lupin avant qu'Albus Dumbledore ne fasse de lui le professeur de défense contre les forces du mal et qu'il ne rencontre Nymphadora Tonks. Le fait est que Greyback sait que s'il n'a pas sa place dans la communauté du monde magique, il obtient au moins des victimes gratuitement et assez facilement, si on ose ces termes un peu spéciaux, chez les mange-morts, et cela lui suffit amplement puisque c'est surtout ce qu'il recherche. Cependant, il n'accorde pas non plus une loyauté sans faille au Seigneur des Ténèbres d'un point de vue personnel. Encore une fois, on est plutôt dans une espèce d'alliance de circonstances. Il en va d'ailleurs de même avec le reste des mange-morts qui sont globalement sur une position très alignée vis-à-vis de celle du Seigneur des Ténèbres, à savoir considérer que les loups-garous ne sont pas véritablement dignes de faire partie de leur rang, ce qui fait que Greyback reçoit là aussi, il faut le reconnaître, un traitement qui est très différencié, où il n'a pas véritablement sa place. Pour toutes ces raisons, en réalité, la marque des ténèbres, tout comme le statut des mange-morts, était franchement un statut qui était totalement inatteignable pour Greyback et on aura toujours ressenti, on le sait, un profond ressentiment, même si rien ne l'aura éloigné de ce chemin bien sombre, puisqu'on sait qu'il l'accompagnera encore et toujours Voldemort pendant la Seconde Guerre du monde des sorciers et on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui après la bataille de Poudlard. On sait qu'il y jouera un rôle assez manifeste dans les combats et que malheureusement il aura à son actif un certain nombre de victimes durant à la fois la bataille de la Tour d'Astronomie dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, mais aussi évidemment dans la bataille de Poudlard, plus toutes les autres exactions qui ont pu être commises dans les événements des Reliques de la Mort, mais qui sont situées en dehors du contexte et du contenu raconté par le roman de J.K. Rowling. Donc on est vraiment sur un personnage qui est quand même d'une complexité assez intéressante, sur lequel on fera une vidéo spécifiquement dédiée prochainement, bon pas tout de suite mais probablement à la rentrée, où on essaiera d'explorer un petit peu sa psychologie et de comprendre à quel moment en fait il en est arrivé à une telle cruauté, parce que son histoire, qui est nécessairement imbriquée avec celle de Remus Lupin, car n'oublions pas que Greyback est celui qui a transmis la lycanthropie à Remus Lupin, est quand même une histoire qui est intéressante et qui a, on va dire, le mérite d'être racontée, et on y reviendra dans une prochaine vidéo d'ici quelques temps. Mais on trouvait que c'était pertinent effectivement d'explorer cette dimension de la marque des ténèbres, qui est souvent quelque chose qui est peut-être un petit peu trop banalisé à notre sens, parce que c'est vrai que dans la tête de J.K. Rowling et avec les analogies qu'elle peut faire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on est vraiment quand même quelque part sur une marque qui représente le mal absolu, le diable en réalité, et qui est voilà quelque chose qui
suscite, alors certes la fascination de ceux qui sont dans le camp de Lord Voldemort et les Mange-Morts, mais qui suscite surtout la peur, la crainte, la frayeur et même des angoisses particulièrement prononcées dès qu'elle apparaît. On voit par exemple le soir de la Coupe du Monde de Quidditch où effectivement l'apparition de la Marque des Ténèbres crée une véritable panique et devient en fait l'élément principal à retenir de cette Coupe du Monde de Quidditch, parce que c'est un événement qui est choquant et on sait que la Marque des Ténèbres a toujours été perçu par les opposants, mais aussi par les simples civils, entre guillemets, du monde magique, comme étant, on va dire, un mauvais présage, et le signe qu'il s'était passé quelque chose à l'endroit où la Marque des Ténèbres apparaissait dans le ciel, qui était évidemment généralement maléfique et se terminait pour le coup très très mal. Alors après, c'est vrai que cette question du fait de ne pas donner la Marque des Ténèbres donc à Fenrir Greyback, c'est aussi une question qui est intéressante, parce que ça pose la question de la discrimination à l'intérieur même des Mange-Morts, qui ne se base pas, on vous l'a dit encore une fois, sur le statut du sang, parce que personne ne pouvait ignorer par exemple le statut de sang de Severus Rogue et ça ne l'a pas empêché de porter la Marque des Ténèbres, d'autres étaient dans la même situation, mais c'est vrai que le fait de voir les loups-garous être déclassés à ce point-là, alors que c'est vrai que Greyback était quand même une machine à tuer assez efficace et une machine à créer de la cruauté assez efficace, c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose de particulièrement intéressant et sur lequel il faudra potentiellement éventuellement qu'on revienne évidemment dans une prochaine vidéo vous en parler. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ce sujet, vidéo relativement courte, mais vous le savez, nous sommes en train de préparer le 4e et dernier épisode probablement du cycle sur Severus Rogue qui devrait en toute logique sortir mercredi prochain, donc ce sera une vidéo qui sera assez longue, donc prévoyez d'acheter des cookies, de prendre des rafraîchissements parce qu'on va aller explorer les tréfonds de l'âme de Severus Rogue dans ce dernier épisode d'une série de 4 vidéos. On va essayer de la terminer pour mercredi prochain. Là, on avance vraiment à toute berzingue sur cette vidéo, mais c'est une vidéo qui nous demande beaucoup de recherche, qui nous demande beaucoup de documentation, donc ça prend évidemment un petit peu de temps. Et puis, on se retrouve éventuellement, si d'ici là, il y a de nouvelles actualités, d'ici mercredi prochain. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. On va essayer d'être un petit peu plus, de profiter un peu de cette période de vacances scolaires pour répondre un petit peu plus aux commentaires. C'est vrai qu'avec notre mariage et puis tout ce qu'il y a eu derrière, on n'a pas eu tellement le temps de s'y coller, il a fallu se remettre du Covid, enfin il y a eu tout un tas de petits trucs comme ça, mais on va essayer de profiter de ces quelques jours entre guillemets de repos et de temps un peu suspendu qui s'annonce pour essayer de reprendre une activité de réponse aux commentaires qui soit un peu plus forte que ces dernières semaines et derniers mois, et parce que vous savez qu'on y accorde beaucoup d'importance. Malheureusement, voilà, on peut pas toujours répondre à tout le monde, mais là on va essayer quand même de faire un petit effort et on espère évidemment vous retrouver nombreux dans les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like. Si vous nous rejoignez et que c'est la première vidéo que vous regardez, soyez les bienvenus, il y en a pas mal, plus de 400 vidéos, presque 450 à votre disposition, et on espère vraiment qu'elles vous donneront satisfaction. Et si vous êtes là depuis un moment, merci encore et toujours de continuer à nous écouter, de continuer à nous soutenir, ça nous fait vraiment plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point on est heureux de voir notre chaîne grandir petit à petit, d'abonnés en abonnés tous les jours. Pour nous, c'est voilà la plus belle réussite entre guillemets qu'on pouvait imaginer pour cette chaîne. On est vraiment absolument ravis de voir qu'on a dépassé largement les 7000 abonnés. C'était quelque chose qu'on attendait avec impatience, parce que le chiffre 7 forcément dans Harry Potter il a une signification très particulière. Donc voilà, on voulait vraiment vous remercier pour tout ça, et donc on se retrouve dès la semaine prochaine normalement avec le dernier épisode consacré à Severus Rogue. Les 3 précédents sont déjà disponibles évidemment dans la playlist consacrée au personnage de la saga. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.